Bonjour, aujourd'hui nous attaquons une nouvelle partie dans le pôle 2 fonction de nutrition. La quatrième partie, homéostasie, comportera 2 chapitres, le premier étant le sang, un témoin de l'homéostasie. Le sang, c'est un liquide biologique, il circule dans un réseau de vaisseaux sanguins qui irriguent tout l'organisme, toutes les cellules reçoivent une irrigation. Le sang fait partie du milieu intérieur, il participe à l'équilibre interne de l'organisme. Alors vous pouvez tout de suite noter le grand 1, composition du sang, 1.1, observation d'un prélèvement de sang. Si on prélève du sang et qu'on le laisse reposer, il va spontanément coaguler, c'est-à-dire qu'il va se former ici au centre un caillot constitué donc d'un amas de cellules et d'une protéine qu'on appelle la fibrine. Le liquide que l'on a ici autour en jaune s'appelle le sérum. Pour éviter cette coagulation du sang, lorsqu'on fait un prélèvement, on rajoute un anticoagulant, l'héparine par exemple, et on observe alors, en quelques heures, un déphasage. Le sang se partage en 2 parties. En haut, un surnageant liquide de couleur jaune paille qu'on appelle le plasma, et en dessous, donc un culot de couleur rouge foncé constitué des cellules sanguines qu'on appelle aussi éléments figurés ou globules sanguins, ça se dit aussi. Alors si on aborde un peu plus en détail les cellules sanguines, il en existe 3 sortes. Les plus fréquentes sont les érythrocytes, qu'on appelle aussi globules rouges ou hématies. Il y a 3 façons de le dire, hein. Là il y a pas mal de terminologie. Donc les globules rouges ou hématies ou érythrocytes sont des cellules sans noyau, c'est assez particulier. Elles ont une forme aussi particulière de disque biconcave. Vous le savez certainement, les globules rouges contiennent dans leur cytoplasme de l'hémoglobine qui leur donne cette couleur rouge typique et qui surtout leur permet de transporter le dioxygène et dans une moindre mesure le CO2. Ensuite, toujours par ordre d'importance, on a les leucocytes ou globules blancs qui sont des cellules qui interviennent dans les défenses immunitaires. Il en existe plusieurs types. On distingue d'abord les granulocytes, c'est ces 3-là ici à gauche. Granulocytes parce que comme vous le voyez dans leur cytoplasme, on voit comme des petits grains. Et selon la couleur de ces petits grains, on va dire basophiles s'ils sont plutôt bleu foncé, éosinophiles s'ils sont plutôt rouges, ou neutrophiles s'ils sont rose clair. On peut aussi appeler les granulocytes des polynucléaires parce que on a l'impression qu'ils ont plusieurs noyaux. Alors en fait, c'est juste une impression. Il n'y a qu'un seul noyau, mais il est plurilobé, d'où ce terme de polynucléaire. Et puis, toujours dans les leucocytes, on a d'autres types de cellules de l'immunité qui n'ont pas cet aspect de noyau plurilobé. On voit bien ici un lymphocyte avec un beau noyau bien uniforme. Ici, un monocyte qui va donner ensuite un macrophage qui a un noyau un petit peu plus déformé. Donc, ces cellules sont des cellules immunitaires qui circulent dans le sang, qui vont s'attaquer aux bactéries, par exemple, qui viendraient attaquer notre organisme. Et puis, toujours parmi les cellules sanguines, on va trouver, dernière catégorie, les plaquettes, qu'on appelle aussi thrombocytes. Les plaquettes, donc toutes petites cellules qui sont impliquées dans la coagulation du sang. Alors, vous avez à légender le document 2. Donc vous avez ici des granulocytes neutrophiles, là. Ici, bien sûr, les cellules les plus fréquentes, c'est les hématies ou globules rouges. Et les petites plaquettes, vous voyez, c'est ces petites, on dirait presque des taches de colorant tellement c'est petit. Ce sont ces toutes petites cellules que l'on trouve un petit peu dispersées comme ça sur un frottis sanguin. Alors, la composition du sang, donc on a évoqué les cellules sanguines en 1-2, on passe au 1-3, le plasma. Donc le plasma, je vous rappelle que c'est
ce liquide jaunâtre qu'on récupère au-dessus du culot de cellules. Donc le plasma est constitué essentiellement d'eau, 91%. On va également trouver des protéines, parmi lesquelles la plus fréquente, l'albumine, qui transporte les acides gras. On va aussi trouver des globulines, c'est-à-dire des anticorps, et une protéine un petit peu spéciale, le fibrinogène, qui est une protéine que l'on trouve uniquement dans le plasma et qui sert à déclencher la coagulation. Ce qui fait que tout à l'heure dans l'intro, lorsque je vous ai parlé du sérum, le sérum ne contient plus le fibrinogène le fibrinogène a déclenché la formation du caillou. Donc la différence entre plasma et sérum, c'est la présence ou non de protéines de la coagulation de type fibrinogène. Et puis comme vous le voyez, dans le plasma, on a également d'autres substances, notamment des nutriments, du glucose, des déchets métaboliques, de l'urée. On va avoir nos fameux gaz respiratoires qui vont être dissous. On va aussi avoir des électrolytes, c'est-à-dire des ions, Na+, chlorure. On peut aussi trouver des hormones, donc d'autres molécules dissoutes dans le plasma, qui est donc le liquide du sang. Alors lorsqu'on fait une analyse de sang, on peut donc étudier soit les cellules sanguines et on fait un examen hématologique, soit les molécules du plasma et on fait un examen biochimique. Donc grand 2, l'hémogramme, donc l'étude des cellules sanguines. On dit aussi numération et formule sanguine. Alors vous pouvez noter la définition de la numération et formule sanguine, NFS, notez s'il vous plaît, donc étude qualitative et quantitative des cellules sanguines. Vous pouvez mettre pause ou revenir en arrière. Étude qualitative et quantitative des cellules sanguines. Alors comme vous le voyez dans ce document, lorsqu'on fait une numération formule sanguine, on va d'abord compter le nombre d'érythrocytes, le nombre de plaquettes ou thrombocytes et le nombre de leucocytes. On les compte en millions par millimètre cube de sang. Vous avez ici les valeurs habituelles, il y a des petites différences entre l'homme et la femme. On retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire beaucoup d'érythrocytes, un peu en dessous les leucocytes et ensuite les plaquettes. Donc, oui, repérez aussi dans ce tableau des termes de terminologie. Un manque de globules rouges, on dit une érythropénie. Un manque de plaquettes, une thrombopénie. Et un manque de leucocytes, une leucopénie. Donc une fois qu'on a compté les trois catégories de cellules sanguines, on va aussi doser le taux d'hémoglobine, c'est-à-dire la protéine contenue dans les globules rouges. Et si on n'en a pas assez, on a ce qu'on appelle une anémie. Et enfin, on détermine l'hématocrite. Alors, l'hématocrite, c'est en fait la proportion relative des cellules, des hématies par rapport au volume total de sang. Donc, comment on fait? On récupère un petit peu de sang, on le centrifuge pour déphaser plus rapidement. Donc, on a, comme on a dit tout à l'heure, le plasma au-dessus et les cellules sanguines en dessous. Et on évalue en pourcentage la proportion de globules rouges. La moyenne, c'est 45. Donc là aussi, si on n'a pas assez de globules rouges, on est en anémie. Les cyclistes, par exemple, ou les sportifs qui cherchent à avoir des performances plus importantes, vont souvent en altitude pour augmenter leur hématocrite, avoir davantage de globules rouges dans leur sang pour être plus performants. Une fois qu'on a compté, globalement le nombre de cellules sanguines, on va réaliser ce qu'on appelle la formule leucocytaire, c'est-à-dire que l'on va préciser parmi les leucocytes quelle catégorie on trouve. Vous voyez, on l'exprime en pourcentage parce que quand on a beaucoup de leucocytes, c'est qu'on a une pathologie. Et le fait de savoir quel type de leucocyte est en train de réagir contre un agent infectieux permet d'affiner le diagnostic d'une allergie ou d'une bactériémie ou une leucémie, un cancer aussi, ça peut être diagnostiqué comme ça. Une leucémie, c'est un excès de globules blancs dans le sang, c'est un cancer des globules blancs. Il est donc également possible de faire des examens biochimiques sur la composition en molécules du plasma. On va par exemple doser les constituants organiques
notamment le glucose. Retenez là aussi ces termes de terminologie. Doser le glucose, le taux sanguin de glucose, on dit la glycémie, la protidémie pour les protéines, la cholestérolémie, ça c'est important. Voilà, donc il y a des termes de terminaux ici à apprendre. On va aussi réaliser ce qu'on appelle un ionogramme, c'est-à-dire doser les ions dissous dans le sang, dans le plasma. Là aussi de la termino, le calcium, le taux de calcium dans le sang, on dit la calcémie. Les autres sont aussi à connaître. Attention, le fer, c'est pas évident. Le fer, c'est la sidérémie. Le potassium, c'est la kaliémie. Le sodium, c'est la natrémie. Donc là aussi, pas mal de terminaux à apprendre. Alors nous avons vu qu'il existe pour chaque molécule et cellule sanguine une fourchette de valeurs de référence, on l'a vu dans le premier tableau. Il en est de même pour chaque paramètre physico-chimique. Le pH, la température du sang sont contrôlés. La composition du milieu intérieur est ainsi maintenue constante. On parle d'homéostasie. Donc notez s'il vous plaît la définition de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est le maintien à la valeur normale des différentes constantes physiologiques de l'individu. Maintien à la valeur normale des différentes constantes physiologiques de l'individu. Alors, ça ne veut pas dire que rien ne change. Il va forcément y avoir des perturbations des valeurs physiologiques, mais il existe des systèmes de régulation qui vont permettre de faire en sorte de rectifier ces déviations. Par exemple, donc ça c'est un schéma général des mécaniques de régulation de l'homéostasie. Vous avez un paramètre qui varie, je sais pas, par exemple le taux de glucose, ce sera le prochain chapitre. Il varie, vous avez ici une balance qui montre qu'il y a une variation, soit dans un sens, soit dans l'autre d'ailleurs. Cette variation est perçue par un capteur qui va transmettre un message à un effecteur, soit grâce au système nerveux, soit grâce au système hormonal, et c'est ce qu'on verra dans la régulation de la glycémie. Et cet effecteur va ensuite avoir une action qui va permettre de rétablir l'équilibre. L'objectif, si par exemple la glycémie a augmenté, ça va être de la faire redescendre à sa valeur normale. Et c'est ainsi que l'organisme maintient ses constantes physiologiques. Il y a sans arrêt des mécanismes de régulation. En conclusion, le sang, c'est un témoin de l'homéostasie interne de l'organisme et l'analyse du sang est un examen biologique courant qui permet de vérifier l'équilibre interne. Ça fournit donc des informations sur l'état de santé de la personne et c'est donc un examen paraclinique très fréquemment prescrit.